Marc Lécuyer de Code 100 qui est avec nous maintenant. Marc, bonjour. Bonjour. Parler un peu de pétrole. Il y avait un article ce matin sur CNBC qui, avec en tête Jimmy Webster d'AHS, qui dit à peu près tout et son contraire en même temps, en disant que pourrait voir un prix de brut entre 30 et 40 $. Par contre, lui, il dit que on devrait être capable d'amener, étant donné cette baisse de prix-là supplémentaire, une baisse de la production américaine. Mais ça, faut que pour que ça arrive, que le pétrole soit en bas de 45 $ pendant 2 trimestres consécutifs minimum. Ça en fait des si, ça. Oui, j'ai effectivement lu l'article ce matin. Et la dernière fois qu'on a vu des scénarios comme ça, parler de 30 $ le baril, il y en a qui disent 25 $, c'est probablement au mois de mars dernier. Quand le prix, justement, du baril était baissé à 42, 43, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le prix rebondir. C'est l'inverse qui s'est produit. Dans le moment, le sentiment est peut-être extrêmement négatif. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit l'inverse qui se produise. La réalité, c'est que le prix avait rebondi autour de 60 $ dans une optique de prévision que la production américaine allait diminuer. Ce qu'on constate, c'est que la production américaine ne diminue pas aussi rapidement que ce qu'on avait anticipé. Par contre, elle commence à diminuer et elle va continuer de diminuer. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus long à réajuster le marché. Mais, je veux dire, à 42 $, il n'y a plus grand monde qui fait de l'argent à part les producteurs à faible coût. Là. Tous les producteurs, que ce soit dans les sables bitumineux, dans le pétrole de schiste, même le forage en haute mer, c'est difficile de réaliser un profit intéressant avec un pétrole autour de 40 $. Donc, la question, c'est toujours le timing. Quand? Mais je pense que c'est probable qu'au cours des 6 prochains mois, on va voir le pétrole remonter. Bien, il va certainement se passer quelque chose parce qu'en tout cas, au sein des pays membres de l'OPEP, au mois de juillet, on a pu voir la semaine dernière qu'il y avait une baisse de production pendant cette période-là. Est-ce que ça va se maintenir, cette baisse de production-là? Parce qu'eux aussi, il y a quelques pays là-dedans, là, je pense, même le Qatar qui en arrache au niveau financier. Oui. Et, ces pays-là, à un moment donné, ils vont se dire, ben là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Oui, effectivement. Puis je pense que l'Arabie saoudite a déjà annoncé qu'elle allait réduire un petit peu sa production là, à l'automne. C'est parce qu'elle doit aussi de fournir à la demande interne, qui est très forte en été en Arabie saoudite. Une des seules places au monde où encore on climatise en brûlant du pétrole. Parce que il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est non, la plus grosse réserve. Le pétrole ne coûte pas cher. Donc, non, mais c'est ça. Tout ça pour dire, je ferai attention là, au scénario catastrophique. Là. La réalité, c'est qu'un faible prix, comme on le constate actuellement, ça va amener une diminution des investissements et une forte augmentation de la demande. On l'a vu la semaine dernière, l'IEA a revu à la hausse ses prévisions de demande. Donc, le marché est en train de se rebalancer. La question, comme je le disais tantôt, c'est vraiment le timing. Quand exactement est-ce qu'on va... Ben, c'est ça. Parce qu'à 40 $, le prix ne restera pas longtemps. D'ailleurs, les contrats à terme l'indiquent. On va remonter probablement, là, selon les contrats à terme, déjà on retourne autour là, de 48, 50 $ au printemps prochain. Là. Effectivement. Puis ça nous amène à parler aussi de quelques titres, dont 2 dans le secteur pétrolier. Je pense entre autres à Shawcor, SCL. Titre, il n'y a pas beaucoup de transactions aujourd'hui, par contre. Là. Même le titre est stable à 27,12 $, mais on constate que ça va aussi avec le prix du brut. Oui, avec ce qu'on vient de dire, nous, on n'est pas prêt à investir directement dans les producteurs. Les producteurs... Je pensais que vous n'étiez pas chaud non plus. On n'est pas chaud. Ben, pourquoi? Parce que les producteurs, en réalité, on veut investir dans les producteurs qui ont les coûts de production les plus faibles. Hein? Parce que là, il y a un petit peu une guerre. Bon, ben, on n'est pas capable. C'est l'Arabie saoudite qui a les coûts de production les plus faibles. On peut pas. Donc, nous, il nous reste quoi? Il nous reste le pétrole de schiste, les sables bitumineux, le pétrole en haute mer. Donc, on est réticent un petit peu. Par contre, on va y aller de façon indirecte. Parce qu'on pense qu'il va continuer à avoir des investissements dans le secteur. Puis Shawcor, c'est un bon exemple. C'est un titre qui a été affecté. Qu'est-ce qu'ils font Shawcor? C'est surtout des enduits pour les pipelines. Oui. Et ce qui est intéressant à la cas de Shawcor, c'est que dans cette division d'enduits, justement, 70 % des revenus proviennent du gaz. Donc, on ne devrait pas être trop affecté par la baisse du prix du pétrole. Ce qui affecte le titre, dans le moment, il y a 2 choses. Il y avait eu des gros contrats en Asie, et ces contrats-là se sont terminés. Et là, ça fait que la rentabilité de la société a diminué un peu. Et il fournissait beaucoup de tuyaux pour le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, ça a diminué beaucoup les investissements, donc ça avait des bonnes marges. Par contre, si on regarde à long terme, oublions la baisse récente, c'est une société qui est un leader dans son domaine. Ils ont toujours à peu près 25 % du marché mondial des enduits pour les pipelines.
Ils sont également numéro 1, numéro 2 dans les 7 autres divisions d'activité de la société. Et à long terme, la société réalise un très bon rendement de l'avoir. Même s'il peut y avoir des périodes où la rentabilité est affectée, on pense que c'est un moment. Un investisseur qui a un horizon de 3-5 ans, je pense que c'est un très bon moment d'investir dans Shawcor, alors que les profits sont à la baisse. Pourquoi? Bien, parce que les revenus ont diminué, la rentabilité a diminué, mais à plus long terme, ça devrait se replacer. Bon, parce que quand on regarde le graphique sur les 5 dernières années, on voit qu'effectivement, ça se négocie selon l'ampleur des dégâts ou l'ampleur de la remontée du prix du brut. Oui. Alors, là, on est en train de subir. Est-ce que vous nous parliez tout à l'heure de la possibilité d'une remontée du prix du brut d'ici les prochains mois? Quand on lit entre les lignes des analystes, ils ne savent pas beaucoup où on s'en va non plus, là. Prix à 30 $ mais en même temps... Le problème, c'est que les analystes veulent tous avoir la réponse dans 2 semaines. Hein? Ou le prix du pétrole dans 2 semaines, dans un mois. Pas de même. Nous, on achète Suncor, puis on en reparlera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'où va baisser le pétrole, c'est pas grave. C'est une société qui est en bonne santé financière, qui va passer au travers. Et Stantec, de son côté? C'est un petit peu la même dynamique. Stantec qui a publié ses résultats la semaine dernière. Ouais. Firme d'ingénierie, dont une division fait affaire avec les pétrolières, offre des services d'ingénierie. 26 % de réduction des revenus dans cette division-là au dernier trimestre. Ça a entraîné des résultats un petit peu plus faibles que prévu. Par contre, à notre avis, il n'y a rien de changé à long terme au niveau de la société. C'est rendu une société beaucoup plus diversifiée qu'elle l'était par le passé. Donc, on a une preuve, ils ont acquis Desso au Québec. Donc, la division building et infrastructure est en forte croissance. Ça va très bien aux États-Unis. Dans le moment, dans les derniers résultats, il y a des charges extraordinaires un petit peu au niveau de l'intégration de Desso, aussi au niveau des mises à pied dans le secteur de l'énergie. Le secteur d'énergie, ça va reprendre aussi. Donc, pourtant, je regarde le bilan. Le bilan, il est correct. Là. Oui. Hein? Oui, puis le titre, je veux dire, c'est plus... Les gens regardent plus le côté énergie, ils sont craintifs. Ouais. Nous, on pense que c'est plutôt le temps d'ajouter... Ça explique la grosse baisse de 3 $ subie sur les résultats. 10 % quand même. Là. Oui. Puis si on regarde à long terme, les dirigeants ont fait leurs preuves. Hein, stratégie de croissance par acquisition. On fait des petites acquisitions. Regardez, vous voyez le graphique à long terme. Très bonne performance de la société. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne se poursuive pas à long terme. Bon, il nous reste 2 minutes pour parler d'un titre, CPRT, qui est Copark, un titre que je ne connaissais point. Vous allez nous parler de oui, c'est une société américaine. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un encanteur d'auto accidentés. Donc... Pas des peureux. Non, mais les autres, ils ont un marché avec... il y a 2 gros joueurs dans le secteur qui contrôlent 82 % du marché, c'est Car Auction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des autos, principalement des assureurs. Hein. C'est qui a en main beaucoup d'autos accidentés, c'est les assureurs. Et on les revend à des débosseleurs qui vont mettre les autos en état de marche, puis vont les revendre. Par contre, dans cette étape-là, c'est important, c'est qu'il faut être capable d'entreposer l'auto. Et c'est ça souvent qui crée des barrières à l'entrée. Donc, il y a 2 gros joueurs dans le moment qui contrôlent tout le marché. Eux sont capables d'acheter des autos à peu près partout aux États-Unis, puis de les revendre partout ailleurs. Donc, quand il y a eu l'ouragan Sandy, par exemple, il y a beaucoup d'autos endommagés. Les débosseleurs au New Jersey étaient occupés. Hein? Il fallait renvoyer les autos vers l'ouest ou vers le sud. Eux avaient la capacité de faire ça. Donc, ils ont acheté beaucoup d'autos. Ils ont revendu à bon prix ailleurs parce qu'il y avait la capacité d'entreposage. Dans le moment, au niveau financier, la société vient d'annoncer qu'elle va racheter 6,4 % de ses propres actions sous forme de Dutch Auction. Et à long terme, dans le moment, les marges sont un petit peu faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé un nouveau système informatique. Ils ont un petit peu de difficultés. Par contre, je ne pense pas que ça doit avoir un impact à long terme. Ils sont un petit peu affectés aussi par le dollar, la force du dollar américain, parce qu'ils ont des activités au Canada, au Moyen-Orient, en Europe. Mais à long terme, on pense à un achat intéressant. C'est encore un achat intéressant. On va faire une pause. Vous restez avec nous. On va répondre à quelques-unes des questions. Je vois, il y en a encore des papiers aujourd'hui. À tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca.
Alors, Marc Lécuyer, qui est de retour avec moi pour tenter de vous aider. Première question qui nous provient de Sophie. Donc, j'ai acquis le titre de Suncor à 30 $. Je constate que le titre ne cesse de monter malgré une commodité qui, elle, ne cesse de chuter. J'aimerais connaître la raison de la hausse du titre et les perspectives à long terme pour Suncor. En fait, lorsqu'elle nous a écrit, très certainement la remontée du 30 juillet dernier, là, qui a fait qu'on a quand même gagné presque 12 % dans l'espace de 2 séances seulement. Là, on se maintient autour de 36-37. La réponse est très simple, c'est les résultats financiers de l'entreprise. Dans le cas de Suncor, il faut comprendre que la plupart de la production est déjà existante, beaucoup dans les sables bitumineux. Donc, les investissements ont été effectués. À part le projet de Fort Hills, dans lequel ils continuent d'investir, ils n'investissent plus beaucoup. Donc, eux ont bénéficié, dans le fond, de quoi? De la baisse des coûts de production. Parce que ça coûte pas mal moins cher maintenant en Alberta, à Fort McMurray, maintenant que la plupart des projets sont sur la glace. Donc, les coûts d'opération des activités existantes ont été mieux que prévus. Deuxièmement, les perspectives pour le projet de Fort Hills sont que ça va coûter moins cher que prévu. Parce que, justement, dans le moment, on est capable d'avoir des contracteurs qui sont productifs, qui ne coûtent pas trop cher, ce qui était très difficile à avoir par le passé. Donc, c'est ce qui explique la hausse récente. Par contre, si on regarde à plus long terme, le titre a quand même plutôt fait du surplace. Là. Mais le 12 %, c'est vraiment les résultats financiers. Bon. Puis on voit de toute façon que chacun de ces résultats financiers, si on regarde les trimestres antérieurs, là c'est parce que les dégâts étaient quand même relativement minimes là, par rapport à ce que tout le monde anticipait. Mais c'est quand même un titre qui a très bien fait. Si on le compare aux autres titres du secteur, le titre de Suncor a bien fait. En dollars américains, un petit peu moins bien, là, mais en dollars canadiens... Bon, on peut aller en chercher un, là, une compagnie qui est semblable, c'est Imperial Oil, IMO. Oui, bon, on voit semblable. Mais si on regarde les autres, les Ancana, dans les intégrés, Suncor et Imperial Oil sont intégrés aussi. Dans le moment, ils font beaucoup d'argent sur les activités de raffinage. Oui. Ça les aide beaucoup. Comme par hasard, les marges de raffinage sont assez élevées. Hein? Bon, question numéro 2, Hugo qui nous écrit. Je voudrais avoir une analyse fondamentale de KMX, qui est CarMax, une entreprise dont on a parlé quand même régulièrement ici chez nous. Oui, c'est un titre qu'on détient en portefeuille, qu'on aime beaucoup. On adore le modèle d'affaires. C'est quoi le modèle d'affaires de CarMax? C'est de vendre des autos usagées à un prix fixe. Donc, on ne négocie pas. Eux prennent une marge fixe sur chaque auto qu'ils vendent. On a des comparables ici aussi, là, des compagnies qui essaient de répliquer un petit peu le modèle. Là. Et aux États-Unis, on sent, je ne sais pas si on dit à combien, peut-être 120 concessionnaires, et ils gagnent des parts de marché sur les joueurs indépendants. Dans ce secteur-là, les gens, bon, en tout cas, moi j'en suis un, je connais pas beaucoup les voitures. On a toujours l'impression qu'il faut négocier avec un vendeur d'auto usagé. Tout ça, là, les gens aiment ça parce qu'on n'a pas à négocier. Ils nous offrent un prix fixe et on paye ce prix-là. Et ils gagnent des parts de marché. Beau modèle d'affaires, je veux dire, de la croissance visible. On a un 10 % de croissance. On ouvre à peu près une dizaine une hausse. On augmente d'à peu près 10 % chaque année le nombre de concessionnaires. Quand même. Beaucoup de place encore à croître. Donc, le titre a bien fait. Pas donné, mais à long terme, c'est un très beau modèle d'affaires. Un titre qui a très, très bien fonctionné dans les 5 dernières années, c'est Magna International. Il faut dire que lui aussi a profité de la reprise dans le secteur automobile. C'est un fabricant de pièces d'auto. Plus récemment, peut-être un petit peu de la faiblesse du dollar canadien, un petit peu les élevé. C'est certain qu'ils sont très internationaux, mais ils ont quand même une présence assez forte au Canada. Là. Dans le cas de Magna, on n'aime pas beaucoup le secteur des pièces automobiles à long terme. On pense pas que, par contre, le titre n'est pas très cher. C'est déjà reflété là, dans le titre. Nous, on voit pas... on pense qu'il y a des occasions plus intéressantes, malgré que dans le secteur, si on veut absolument investir dans les pièces, peut-être qu'on irait avec Magna, là, depuis que les multivotantes sont parties. L'histoire de Stonac est terminée. Oui, mais c'est drôle, hein, depuis que Stonac est parti, puis ça fait aussi, ça va mieux. Oui. Donc, ça semble mieux aller, en tout cas. Peut-être parce qu'on arrête d'investir dans les courses de chevaux. Bon, peut-être. L'autre titre aussi, c'est IFC. Ça, c'est Intac Financial Corporation.
Alors, on va aller chercher le titre tout de suite. Oui. Il est yo-yo pas mal, je trouve. Oui, c'était bien fait. C'est un autre titre qu'on détient en portefeuille. Oui. Nous, on aime beaucoup la société qui domine le secteur de l'assurance de propriété, là, habitation, automobile. Pourquoi on aime beaucoup Intact? C'est qu'en étant le plus grand joueur et de loin, ils réussissent à, de un, avoir une meilleure évaluation des risques. Parce qu'il y a sûr tellement de gens qui sont capables d'évaluer les risques un peu mieux que les autres. Ils sont également capables d'avoir des meilleurs coûts au niveau des réparations. OK. Hein, je veux dire, il y a plusieurs autos d'Intact, probablement, qui sont endommagées à Montréal. On est capable de faire des ententes avec des garages, puis d'avoir des meilleurs taux que les autres. Okay. Finalement, ils sont même capables aussi d'avoir des économies au niveau de l'achat. Je pense au niveau de, par exemple, dans l'habitation, ils sont capables au niveau des matériaux d'avoir des économies. Donc ça, c'est des facteurs qui devraient demeurer à long terme. Et bon, l'équipe de direction, nous, on a bien confiance dans l'équipe de direction. Encore là, le titre n'est pas donné, mais je pense que ça vaut la peine d'investir, surtout dans un secteur comme l'assurance, comme ça, d'investir dans les leaders. Peut-être à payer un peu plus cher. À long terme, je pense qu'on va mieux faire. Bon. L'autre, c'est un comparable qu'il veut avoir entre l'ECN et Union Pacifique, UNP contre CN. On aime le secteur des chemins de fer. On pense que c'est un secteur encore là qui a des barrières à l'entrée élevées, qui offre beaucoup de potentiel à long terme. On détient des actions de CN. On aime beaucoup CN. C'est un des meilleurs opérateurs en Amérique du Nord. De là à dire, est-ce qu'on aime mieux Union Pacifique? Union Pacifique, le titre a faibli un peu. Il y avait peut-être une plus grosse exposition dans le cas d'Union Pacifique au niveau du pétrole. Okay. Transporter plus de pétrole par chemin de fer. On sait que ça a été très intéressant pour les compagnies ferroviaires dans les dernières années. Par contre, avec le prix du pétrole qui est plus faible, la dynamique de transporter le pétrole par chemin de fer, ça va être plus difficile. Si on veut être efficace, ça va être les pipelines. Donc, on resterait probablement avec CN. Avec le CN? Je dirais CN. OK. Question numéro 3, juste une question rapide, là. Combien de temps pourrait durer la déprime du secteur canadien de l'énergie, des mines des métaux? L'opinion de vos experts sur le secteur des matériaux canadiens, c'est un bon moment pour investir. Mines et métaux, ça peut être très long. Ouais. Les projets, je veux dire, les délais entre le moment où on décide que on met en production une mine, c'est long. Là, on a plein de production, puis on n'a plus de marché, malheureusement. La demande diminue, notamment en Chine. Donc, par contre, une fois que les investissements sont faits, on continue de produire. Tant qu'on n'arrive pas à nos coûts variables, je veux dire, on continue. Donc, ça peut être long. Dans le cas du pétrole, la dynamique est un peu différente. À cause du pétrole de schiste, les cycles sont beaucoup plus courts, donc les ajustements vont se faire plus rapidement. La carte de l'OPEC, qui à un moment donné, quand tout le monde a mal, on va peut-être dire, on va en enlever 1 million ou 1,5 million de barils par jour. Mais ça va falloir attendre encore quelques semaines. L'autre point, la demande. La demande est très forte, puis elle va continuer d'augmenter. Oui, effectivement. Quand tu as un coût d'énergie qui est plus faible par rapport à ce que ça te coûtait il y a un an, ça transparaît d'ailleurs dans l'économie, puis ça va transparaître dans tes poches. Normalement, ça devrait avoir plus de revenus disponibles ailleurs. Alors, ça devrait aider aussi de ce côté-là. Un de vos experts a suggéré de prendre un peu de profit sur les actions américaines qui avaient beaucoup monté, car il y a risque de correction de marché. Chantal nous demande quels sont les secteurs américains qui ont le plus monté et quel secteur pourrait être intéressant d'acheter s'il y a correction de marché? Bien, les secteurs qui ont pu monter, beaucoup la biotechnologie, une grosse mode dans les biotech. Je pense que si on a des biotech, ça serait un bon moment de prendre des profits, à notre avis. Mais ceci dit, on pense que malgré le fait que le marché américain a monté beaucoup, il demeure raisonnablement évalué, puis que ça demeure un choix intéressant à long terme. Donc, dans les biotech toujours? Non, c'est-à-dire le marché en général. Okay. Mais si on veut prendre des profits, biotech, peut-être un petit peu la technologie aussi, de prendre un peu de profit. Mais sinon, je veux dire, parce qu'on parle de correction, c'est pas nécessairement de correction. C'est pas parce que le marché a monté beaucoup qu'il va rebaisser. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont sorti les épouvantails et moineaux depuis le mois de juin. C'est peut-être ça. J'en ai trouvé un, Spider, si ça vous intéresse aussi, pour le S&P 500 Biotech, c'est XBI. Alors, vous voyez la performance qu'il nous a fait depuis 5 ans. Là. Ça aurait fait à peu près ce que Marc nous disait. Très rapidement, je possède depuis un bon moment un Trina Solar. Présentement, 9,60. C'est le plus grand perdant de mon portefeuille. Je me demande si je devrais assumer ma perte.
Je pense que oui. C'est aussi simple que ça. Non, mais rapidement, le secteur, c'est pas un beau secteur. Hein. Les fabrications de panneaux solaires, la plupart de la production se passe en Chine. Ça ne me dérange pas trop de perdre de l'argent dans ce coin-là. Ouais. Non. 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 Sur la blague. Merci beaucoup. Merci. Merci.